moko esika moko esplanade ya Pikine eza monene po tosala fete na biso kuna. Ba responsable ya Pikine mbala liboso bandimi tufuti mbongo ya avance tozonga mpo na confirmation balobi Pikine eza disponible te. Bonsoir. Ce soir, Code 243 a le privilège d'inviter le secrétaire du parti en charge des missions, M. Rémi Massamba. Bonsoir. Bonsoir. Pour ceux qui suivent l'actualité, le 24 avril 2011, dans la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, l'UDPS, avec le président national, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, a fait une sortie fracassante. Pour ce faire, nous allons passer en revue la situation actuelle politique au sein de l'UDPS, mais également le processus électoral qui a pris place. Et surtout, et nous venons de l'apprendre aujourd'hui, samedi 30 avril, la publication du calendrier électoral. Pour ce faire, je me tournais vers M. Rémi Massamba afin qu'il nous fasse une brève présentation des différentes fonctions qu'il a eu à exercer au sein de l'UDPS. Monsieur Rémi. Merci beaucoup. Immédiatement après la clôture du dialogue intercongolais, j'avais été désigné secrétaire général de l'UDPS, une fonction que j'ai menée à bien jusqu'à la veille des élections. Les premières élections qui se sont tenues en 2006. Par la suite, j'ai été désigné coordonnateur de la commission qui avait en charge l'étude de l'organisation et de la tenue du premier congrès de l'UDPS. Ce premier congrès s'est bel et bien tenu du 10 au 14 décembre 2010 et présentement, en exécution des statuts du parti qui énoncent de nouvelles structures de direction de l'UDPS, aujourd'hui, je suis secrétaire du parti, chef de mission. Voilà, donc nous recevons ce soir M. Rémi Massamba, secrétaire du parti et chef de mission. Et la première question qui nous vient à l'esprit, monsieur le secrétaire, c'est celle relative au meeting qui s'est tenu le 24 avril 2011 à Kinshasa. En 2010, à Bruxelles, le président Etienne Tshisekedi avait déclaré que l'UDPS était un parti en morceaux. Les images qui nous ont été envoyées par nos différents collègues nous ont démontré que le stade avait été plein, que la manifestation était réussie. Pouvons-nous interpréter que les différents morceaux de l'UDPS se sont recollés le 24? Bon, je ne sais pas, vous parlez des morceaux qui devaient se recoller. Nous parlons en fait de quelques individus qui avaient pris leur liberté. Il appartenait à chacun de se situer par rapport à la ligne de conduite du parti. Et le congrès était un moment refondateur du parti. À cette occasion, le président avait appelé au rassemblement de toutes les forces du parti, à l'unité, et les textes qui ont été adoptés au premier congrès de l'UDPS établissaient l'unité de commandement, sans lequel le parti allait rester dans l'état que vous condamnez aujourd'hui, dans l'état de morcellement. Pour l'heure, l'unité de commandement a été rétablie, a été restaurée, et comme résultat, le premier résultat, nous pouvons compter avec la sortie publique du président ce 24 avril 2011. Je crois effectivement que ça a été une réussite, mais c'est la façon pour nous donc de montrer que effectivement l'UDPS est debout, effectivement Tshisekedi a les rênes du parti et qu'il le conduit et qu'il n'y a pas de dispersion de l'énergie quant aux objectifs que l'UDPS s'assigne dans cette perspective de l'organisation prochaine des élections. Une partie de la population congolaise représentée dans la diaspora espérait
à tort ou à raison, que le 24 avril 2011, le président de l'UDPS, vu sa qualité de leader de l'opposition, allait déclencher le signal de la révolution congolaise. Qu'en est-il? Non, je crois que le signal de la révolution congolaise est bel et bien lancé depuis le 24 avril. Vous parlez bien de signal. Et vous savez que à force de refuser une révolution pacifique, une révolution politique, une révolution négociée à travers des élections, et ça c'est le cheval de bataille de l'UDPS. L'UDPS est un parti qui se bat pour l'émergence des valeurs de démocratie. Et qui dit démocratie, ça signifie expression des libertés, donc la liberté de manifester, la liberté de penser, la liberté de se mouvoir. Et dans cet ensemble-là, nous pensons que le 24 avril a été un véritable symbole. D'abord, parce que c'est une manifestation qui a été interdite. Je dis bien que l'interdiction a été exprimée pendant 2 mois. 2 mois de suite, il y a eu des émissions, etc., pour fustiger la tendance à l'UDPS à vouloir organiser des manifestations, alors que l'UDPS voulait simplement mettre en œuvre les acquis donc, du processus de démocratisation, à savoir la capacité pour un parti de pouvoir agir selon les textes de loi, selon les lois qui nous régissent, selon la constitution de la République. L'UDPS ne pouvait pas accepter que dans l'année qui nous conduit aux élections, que les partis politiques soient muselés. Et c'est ainsi que pour l'UDPS, ce n'était même pas en fait un défi politique, c'était un défi pédagogique. Pour l'UDPS, il fallait absolument que cette manifestation se tienne à la date prévue, au lieu prévu, conformément au statut, conformément à la loi fondamentale qui régit la République du Congo. Donc il n'y avait pas d'atteinte à l'ordre public, donc l'UDPS avait ce droit, et l'UDPS a eu à exprimer son droit. Et ce n'est pas tout. Vous savez qu'en ce moment, au niveau de l'organisation du territoire en République démocratique du Congo, le pouvoir s'est employé à renouveler la plupart des administrateurs de territoire, des chefs de secteur. Je parlerai même au niveau des chefferies peut-être même, mais en tout cas les commissaires de district. Et c'est un processus qui est en cours et qui vise le renouvellement à 100% avant la tenue des élections. Donc on fait des nominations sur base de listes et non pas sur base d'arrêtés, comme cela se doit. Et ces nominations ne sont même pas publiées dans le journal officiel. Donc c'est un travail, comme on appelle, en dessous de table. C'est un travail obscur. Et tout le monde sait très bien ce que cela prélude par rapport à la tenue prochaine des élections. Bien entendu, il est évident que les administrateurs de territoire, les chefs de secteur, lorsque nous parlons de secteur, en fait, il s'agit des villages. Vous savez que une grande proportion de la population congolaise ne vit pas dans les villes, vit en campagne. Et l'administration de proximité pour ces populations qui vivent en campagne, c'est cette administration qui est prise en otage par le pouvoir central. Et c'est pour ça, en fait, et cela justifie le refus du pouvoir d'organiser des élections à ce niveau-là, au niveau local. Ça a été un raté en 2006, parce que c'est par là que devaient commencer les élections. On les a tués, on les a étouffés, et maintenant même, pour l'organisation des élections de 2011, on commence par étrangler les élections locales. Les élections devaient commencer par les élections locales, comme la classe politique s'était convenue depuis le dialogue intercongolais. Vous vous rendez compte? On a été dans l'incapacité de le faire, et le pouvoir qui est issu des urnes en 2006 n'a même pas réussi en 4 années à organiser la suite de ce processus. Donc c'est un processus de 2006 inachevé. Nous prenons acte aujourd'hui que nous sommes dans un processus électoral inachevé au moment où commence un nouveau processus. Donc l'affaire du 24 avril, c'était une question de pédagogie.
Il fallait montrer le signal fort à la base, au peuple congolais, à l'intérieur du pays, dans les provinces, dans les villages, dans les chefferies, secteurs, et voire même dans les villes en milieu rural, qu'ils vont subir une pression de la part du pouvoir, de la part des autorités nouvelles qu'on leur a imposées, parce que on va chercher à leur empêcher de s'exprimer. À ce titre, parce que vous avez déjà commencé à effleurer cette question qui nous a été envoyée par plusieurs de nos téléspectateurs, elle est relative aux élections. Sur ce plateau, nous avons reçu il y a quelques 2 mois en arrière M. Herman Cohen, qui a été ambassadeur, mais qui a eu à exercer les fonctions de secrétaire d'État au département d'État en charge des affaires africaines. Il a déclaré nommément ceci, qu'un pouvoir dictatorial qui organise des élections le fait dans le but de les gagner. Il y a également une frange de Congolais qui se retrouvent soit dans l'opposition ou dans ce qu'on appelle les mouvements tels que les patriotes ou les combattants, qui se disent que de toutes les façons, ça ne sert à rien d'aller à ces élections parce que le pouvoir organisateur qui contrôle tout, l'armée, la sécurité, et vous venez de le démontrer encore, l'administration dans tous les milieux, urbains ou ruraux, fera tout pour empêcher la tenue d'élections transparentes en République démocratique du Congo. Par rapport à ce danger, que fera l'UDPS? L'UDPS, de même que l'ensemble de l'opposition, a des stratégies. C'est l'ensemble de ces stratégies qui est en train d'être développée en ce moment. La première des stratégies est de ne pas reculer, surtout ne pas reculer. Reculer, ce serait faire la part belle au pouvoir en place et lui laisser concourir tout seul. Et donc avoir une victoire aisée. Ça, c'est première stratégie. Refuser le recul. Deuxième stratégie, poser les jalons d'une résistance. Et l'affaire du 24 avril, j'ai bien dit, c'est pédagogique. C'est une première étape. C'est un symbole qui est planté. Autre étape, donc la dissuasion. La dissuasion passe par la capacité de mobiliser, par la capacité à pouvoir faire entendre la voix du peuple congolais en dehors même de l'aval du gouvernement. Parce que nous avons un gouvernement qui veut étouffer la voix du peuple congolais. Il faut arriver à faire entendre la voix du peuple congolais à l'extérieur du pays, de sorte que les démocraties anciennes, les démocraties traditionnelles s'intéressent à la crise qui se dessine en République démocratique du Congo. Je crois que lorsque M. Herman Cohen, qui est effectivement un grand expert de la question congolaise, de la politique congolaise, lorsqu'il déclare qu'il voit mal, j'essaye d'interpréter, qu'il voit mal le régime en place à Kinshasa perdre ses élections, mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes contre ce qu'il constate. Nous constatons cela, c'est pour ça que nous travaillons à renverser cette tendance. C'est pour ça que nous travaillons à mettre en exergue, à mettre les preuves, à rassembler toutes les preuves de la tricherie annoncée. Pour l'heure, nous disons le mécanisme d'organisation des élections est biaisé, mais nous y allons en cherchant à obtenir les corrections nécessaires dans le processus. Mais à ce propos, monsieur le secrétaire, il y a une question me vient à l'esprit rapidement. En 2006, monsieur Jean-Pierre Bemba, qui avec le MLC, que nous saluons au passage, s'est retrouvé confronté à une situation qui est la même que celle que vous allez affronter maintenant, mais d'après les observations et d'après la lecture de ce qui s'est passé, nous avions tous compris que le fait qu'il détenait une résistance armée lui a permis d'aller jusqu'au bout de ses intentions ou ambitions. L'UDPS a toujours prôné la démocratie, la lutte sans violence. Croyez-vous que dans le schéma actuel, avec un pouvoir qui tue,
sans réfléchir, avec un pouvoir hitlérien à la limite. Croyez-vous que la seule démarche démocrate pourra aider à ce qu'il y ait une bonne revendication par rapport à ce que nous voyons déjà? Oui, la revendication, d'abord, c'est une construction. Hein. C'est une construction intellectuelle. Et l'ensemble de la démarche de l'UDPS est une construction dans le sens de la conscientisation des masses congolaises. Lorsque le besoin se ferait sentir, parce que nous ne savons pas comment les choses vont aboutir, nous savons simplement que les jalons sont plantés pour confisquer le vote congolais, et nous travaillons pour détruire cela. Nous sommes dans ce processus. C'est un processus de construction intellectuelle et qui va amener le peuple congolais à être suffisamment regardant et suffisamment prêt pour se battre le moment venu. Et je crois que il n'y a rien à perdre. Nous participons au processus. Nous continuons ce qu'on appelle l'éducation à la responsabilité citoyenne du Congolais. C'est en cours. Vous avez entendu les réclamations exprimées par la population, notamment à Kinshasa, à l'occasion de cette manifestation du dimanche dernier. C'était clair, les gens voulaient en découdre, mais il faut encore avoir les pieds sur terre. Et je crois que l'UDPS a un leader qui est assez regardant, et qui est assez prudent, et qui sait que la construction n'est pas achevée. Nous avons bien dit que c'était la première sortie. Et vous savez que l'UDPS a la capacité de mobiliser pas moins de 1 million de personnes sur les rues à Kinshasa. Ça, vous le savez. Depuis l'époque de Mobutu. Depuis l'époque de Mobutu, et maintenant, l'époque actuelle donne encore plus d'éléments pour que ça soit multiplié. En fait, une question j'ai à l'esprit, c'est vrai que l'UDPS, et là nous revenons à la personne de son président national, M. Etienne Tshisekedi, les observateurs qui ont eu à visionner les images du 24 avril l'ont vu péniblement monter les marches du stade. Pouvez-vous nous donner un peu un état sur sa santé? Parce que nous rentrons dans une période qui sera mouvementée, bouleversée. Dieu seul sait ce qui peut se passer au Congo. Mais croyez-vous que l'état de santé de M. Tshisekedi et Wamulumba lui permettra de tenir face à ce combat? D'abord, je dois vous informer qu'il faut avoir vos apaisements, parce que si à l'UDPS nous pensions que pour monter des marches, cela constituait une difficulté pour le président Tshisekedi, c'est nous qui organisions cette activité, on se serait arrangé pour éviter les marches. Il n'y aurait pas eu des marches à franchir. Je crois que là, nous avons donné la photographie de la réalité. Quelqu'un a pu avoir un moment une difficulté, et peut-être moi en ce moment je peux avoir une difficulté au genou, mais je vais marcher. Hein? L'essentiel est qu'il est monté sur la tribune, il n'est pas monté en courant comme un jeune homme de 25-27 ans, hein? Il est resté sur la tribune, debout, pendant plus de 40 minutes pour faire une communication qui de long en large a été soutenue, l'argumentaire a été très clair, et il n'y a pas eu de pause pour demander où en étais-je encore. Et pourtant, cela arrive à tout le monde. D'être en train de communiquer devant une masse aussi importante, il arrive quelquefois qu'on perde un peu le fil des idées et qu'on se demande un peu pour se rattraper. Mais cela n'a pas été le cas. Je pense que cela a été la dernière photographie, la photographie la plus actuelle de Tshisekedi. C'est un homme qui est debout, qui communique au soleil pendant une quarantaine de minutes avec en face de lui près de 100 000 personnes. Je crois que ça c'est... il n'y a pas meilleure photographie pour parler de la santé, aussi bien physique, mentale, intellectuelle de quelqu'un. Nos téléspectateurs sont fixés. L'état de santé de M. Etienne Tshisekedi est très bon et il va pouvoir tenir par la grâce de Dieu dans ce long combat. Mais revenons à ce 24 avril. Nous sommes dans la diaspora. Rien n'a été dit sur la diaspora.
qui pourtant aujourd'hui, d'après les chiffres que nous donne Western Union, pèse plus d'$1 milliard de transfert au Congo et qui est évalué à plus d'1 million dans toute dans l'Europe, aux États-Unis et ailleurs. Plus près de nous, la Côte d'Ivoire a organisé des élections au sein de sa diaspora. Pourquoi ou quelle est à ce sujet la vision de l'UDPS? Allez-vous nous laisser la diaspora hors circuit ou envisagez-vous de peser, comme vous avez cette mobilisation et ce poids politique, de manière à ce qu'on puisse renverser la vapeur et intégrer la diaspora congolaise? L'UDPS a toujours, notamment à l'occasion du 24 avril, je ne pense pas que le président ait évité la question de la diaspora. En fait, il a certainement voulu résumer l'ensemble lorsqu'il parle de la jeunesse. Nous savons que dans la diaspora, c'est tous les âges. C'est un peu comme on dirait lorsqu'on parle du Parlement debout de l'UDPS à Kinshasa. Les gens pensent que ce sont des jeunes qui ont 17 ans. Et pourtant, en fait, tu as tous les âges. Il y a 50 ans, 80, mais il y a aussi 18 ans. Vous comprenez? C'est dans ces forces-là. Il parle des forces de demain, des forces du renouveau. Et que la renaissance du Congo va reposer sur des valeurs. Et il y a d'abord nos valeurs humaines, il y a d'abord les valeurs républicaines. Et lorsqu'il parle des valeurs humaines, c'est le passé, notre passé historique. Lorsqu'il parle des valeurs républicaines, mais qui est le mieux baigné dans ces valeurs républicaines? Ceux qui en font l'expérience. Mais c'est cette diaspora. Dans la revendication, dans le travail et dans la solidarité. Je crois que le président a voulu symboliser cela. Ceux qui ont le texte de l'intervention du président du parti, ils verront bien que c'est clairement dit. Mais lorsque la communication est en public comme cela, on peut avancer par des images. Et je crois que le président a voulu parler des forces du futur, des forces qui doivent permettre la renaissance de la RDC. Et il s'est longtemps apaisanti sur cette question. Il est tout à fait conscient de l'apport de la diaspora, notamment pour dénoncer le jeu qui est en train de se faire aujourd'hui au pays à la veille des élections. Et à l'extérieur aussi, l'accueil qui est fait à ceux qui peuvent venir jusqu'à l'extérieur pour dénoncer effectivement cela. Est-ce à dire aujourd'hui, si je prends une question fiction, l'UDPS au pouvoir, pourrait-on compter quelques membres de la diaspora qui ont fait ce travail? Car il y a des groupes qui sont installés dans la diaspora, qui font un travail de conscientisation depuis quelques années. Je citerai le cas de la Pareco, je parlerai des combattants, des résistants et patriotes. Croyez-vous, ou bien y a-t-il cette possibilité-là, qui est un gouvernement qui aurait à fédérer toutes les forces vives qui ont fait ce travail jusqu'à l'aboutissement d'un état de droit? À l'UDPS, nous disons toujours que les défis à relever en République démocratique du Congo sont de multiples natures et qu'il faudra faire avec le meilleur de nos enfants. L'UDPS devra faire appel aux meilleurs des fils du pays. Et j'ai bien dit qu'il y en a qui vivent ce que nous visons, la démocratie. Il y en a d'autres qui le projettent. Comme nous sommes là, nous le projetons. Mais il y en a qui le vivent déjà. Et il y a les réalités nationales. Donc nous avons déjà 3 composantes inévitables. Vous ne pouvez pas redresser la République du Congo. Vous ne pouvez pas rencontrer les défis de la sécurité, les défis politiques et le défi majeur, celui du changement des mentalités. Parce que tant qu'on ne touchera pas au changement des mentalités, à la restauration des valeurs qui permettent d'être le socle de la gouvernance ultérieure, la gouvernance matérielle, l'organisation politique à venir, l'économie, tout cela doit se fonder sur des valeurs. Et l'ensemble de ces valeurs-là
pour aller avec cela, il faudra que ce soit des valeurs partagées par l'ensemble des 3 composantes dont je viens de parler. Ce sont les 3 composantes de la renaissance du Congo. Elles sont extérieures, elles sont intérieures de l'opposition, elles sont aussi peut-être intérieures, cachées dans les milieux d'où vient le mal. Je vais prendre cette question-là, cachée dans le milieu d'où vient le mal. Un nom me vient à l'esprit, Vital Kamerhe. Quelle lecture faites-vous d'un monsieur qui, du jour au lendemain, était avec le pouvoir? Il lance son parti un certain 15 décembre 2010 à Kinshasa et aujourd'hui revendique, oui, comme tout Congolais. D'ailleurs, il y aurait même des problèmes de sa nationalité. Bon, là, c'est pas notre sujet du jour. Mais revendique, comme tout Congolais, de pouvoir conduire l'opposition. Que faites-vous la lecture de M. Vital Kamerhe? Moi, la lecture qui m'est donnée, elle n'est pas une lecture négative. Parce que j'ai toujours dit que l'UDPS est un parti du peuple. Vous dites bien que M. Kamerhe a lancé son parti le 15 décembre 2010. Avant de le lancer, il a eu à visiter le président Tshisekedi. Il a eu à prendre langue avec nous-mêmes dans le cadre du congrès de l'UDPS. Je crois qu'il veut aussi donc s'assurer de certains préalables. Et on ne peut pas refuser à quelqu'un d'avoir des ambitions. Il a des ambitions. Si l'UDPS, qui se dit parti du peuple, n'assumait pas, nous assumons que l'UDPS est un parti du peuple, et donc l'UDPS ne peut pas être celui qui commencerait à la limite, je veux dire, soit à trembloter face à l'expression d'une ambition. Au contraire, l'UDPS encourage l'émergence des ambitions de cette nature-là. Nous pensons que chacun connaît ses limites. L'UDPS aussi peut avoir des limites, mais je dis bien que c'est un parti du peuple. Et l'UDPS aménage son fonctionnement de manière à rester un parti d'ouverture. J'ai bien dit quelle est notre façon de travailler. Nous travaillons dans l'ouverture. Nous acceptons qu'il y ait le multipartisme, que ce soit intégral. Ça a été le cheval de bataille du combat de l'UDPS. Ça doit aussi être que de soutenir et de supporter l'expression, l'émergence des ambitions. Je pense que plus il y aura des ambitions qui vont éclore dans le camp de Kabila, plus on verra la fragilité du système, fragilité du reste qui a été établie tout récemment avec les affaires des machettes, etc. Vous savez qu'il y avait eu... Vous faites référence aux Enyélé du 27 février? Oui, il y a eu la tentative de coup d'État, mais les instruments utilisés et qui ont été mis sur la place publique indiquent quand même bien qu'il y a une certaine fragilité. Nous n'encourageons pas une fragilité du système, nous n'encourageons pas la fragilité, mais c'est un constat. Parce que toute fragilité est un risque maintenant qu'on fait courir au peuple congolais. Nous pensions que le gouvernement, à ce stade, serait suffisamment responsable pour prendre des dispositions qui s'impliquent pour arranger une transition politique, démocratique, une transition aisée, au lieu de chercher l'affrontement. Au lieu de chercher l'affrontement. Chers téléspectateurs, pour ceux qui nous rejoignent, Cause 243, nous avons ce soir M. Rémi Massamba, qui est secrétaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, et qui est également chargé de mission. Il est ce soir notre invité à Washington, D.C. Revenons au 24 avril 2011. Le peuple a scandé. Yachichi, Zongisaye na Rwanda. Yachichi, Tindaye na CPI. Et la référence que beaucoup d'entre nous avons, c'est Zongisaye na Rwanda, on parlait de Joseph Kabila. Est-ce que la nationalité de Joseph Kabila Kanambe pose-t-elle problème? Quelle lecture faites-vous? Parce que plus près de nous, aux États-Unis, M. Barack Obama a été obligé de publier cette semaine son certificat de naissance, compte tenu du fait que
certains de ses opposants pour les élections 2012 estimaient qu'il n'était pas américain d'origine. Et nous savons que depuis 2006, il y a eu ce problème de congolité, Mwanamboka avec Jean-Pierre Bemba. Est-ce qu'aujourd'hui, l'UDPS, comment voit-elle Joseph Kabila? Congolais d'origine ou bien nationalité douteuse? Parce que le peuple a scandé, il y a Chichi, Zongisei Nawanda. Quelle lecture faites-vous? Oui, pour le moment, nous devons continuer à construire de façon tout à fait responsable. Et c'est tout à fait de façon responsable que nous considérons cette déclamation, je dois dire, du peuple congolais comme étant l'expression d'un ras-le-bol. Et c'est pour ça que nous avons toujours dit, nous l'avions redit ici, qu'à force de vouloir étouffer un transfert du pouvoir au peuple, à force de pouvoir étouffer un transfert donc démocratique, celle-là peut s'exprimer de manière tellement violente, de manière diverse, et nous ne savons pas quelle est la forme finale que cela prendra. Pour l'heure, il s'agit d'une déclamation d'étapes. Nous continuons à construire nos stratégies. Nous allons voir. Lorsque l'ennemi tirera en dessous de la ceinture, nous saurons comment réagir. Je crois qu'il ne nous appartient pas aujourd'hui de mettre toutes les cartouches sur la table. Nous disons simplement que l'expression populaire que vous exprimez là a été l'expression d'un ras-le-bol. D'un ras-le-bol. Si ce ras-le-bol est exprimé de façon généralisée sur toute l'étendue du territoire, je crois que les jeux seront faits avant même la tenue des élections. Donc, continuons encore à travailler. Le rapport mapping a été publié le 1er octobre 2010 à New York, et il concerne la période de gestion qui s'est de 1993 à 2003, et plusieurs personnalités congolaises ont été citées. L'UDPS, qui est un parti de droit, qui veut instaurer un état de droit, quelle lecture fait-elle de ce rapport et qu'est-ce qu'elle préconise? Un tribunal pénal pour le Congo international, ou encore les tribunaux mixtes comme l'a proposé le ministre de la Justice, je crois monsieur Bamba, si je ne me trompe, qui aurait lui proposé Bambi, excusez-moi monsieur le ministre, qui aurait lui proposé une commission mixte composée de juristes congolais et d'autres juristes venant d'autres pays. À votre avis, à ce stade-ci, nous avons perdu près de 5 ou 6 millions de Congolais, certains disent même 8 millions à ce jour. Quelle lecture fait l'UDPS de ce rapport-là? Je n'entrerai pas dans la critique du rapport. Je constate simplement que il y a tellement d'accointances dans ce rapport. Le régime est tellement impliqué à divers stades, à divers niveaux, dans divers domaines économiques, politiques, assassinats. Et le gouvernement est tellement impliqué aussi dans cette incapacité à résoudre la crise. Pour nous aujourd'hui, le rapport, ça fait plus d'une année, ça fait une année que ce rapport a été publié. Au-delà même de la recherche des responsabilités, de l'établissement des responsabilités pour savoir qui ira en prison, nous pensions que le gouvernement allait chercher à régler les foyers de problèmes, apporter un peu d'accalmie, un peu de paix à nos populations qui se trouvent à l'est du pays, dans les deux Kivu notamment, et à l'est de la province orientale. Or, ces populations se trouvent, demeurent des populations déplacées. Lorsqu'elles ne sont pas déplacées, ce sont des populations qui vivent dans les villages la journée et qui le soir, les hommes partent de nouveau se réfugier dans les forêts. Donc nous avons une situation explosive qui est maintenue. Donc je parle même que s'il fallait refaire le rapport aujourd'hui, ça serait empiré. Alors il ne faut pas me maintenir dans le rapport 2010. Il faut dire que le rapport 2010 ne fait que s'étendre, ne fait que empirer. Et les responsabilités sont connues. Les responsabilités sont connues. Il est évident qu'il faut juridiquement, donc il faut une enquête judiciaire, etc.
eux-mêmes qui ont fait ce rapport ont dit qu'ils sont juste... c'est des gens qu'il faut que récolter des données, mais il y en a suffisamment pour écrouer pas mal de gens. Mais si nous entrons là-dedans, nous n'aurons même pas des élections. Nous pensons que si, à travers les élections, nous pouvons tourner la page, je crois qu'il y aura un pouvoir responsable qui viendra réprimer tous ces comportements que nous dénonçons. Une question aussi, avant qu'on aille plus loin. Évidemment, on vient d'en parler, laissez-moi un peu faire une transition. Jean-Pierre Bemba Ngombo, président du MLC, est toujours en procès à la Cour pénale internationale. Mais il s'avère que Bosco Tanganda, qui lui fait face à une demande d'arrestation de la Cour pénale du procureur Moreno, circule librement à l'est du Congo, qu'à également du général Kunda Batouare, qui serait détenu à Kigali en résidence surveillée. Quelle lecture faites-vous de cette justice à justice, deux poids deux mesures? Oui, c'est vrai que c'est assez inquiétant, mais cela établit clairement que la République démocratique du Congo, qui aurait pu être un partenaire international pour la paix mondiale, n'est plus à même de jouer son rôle, et pour cause, donc, certainement à cause de ses dirigeants qui ne participent pas à la construction de la paix internationale comme ils devraient le faire. Et cela indique bien qu'il existe bel et bien des accords secrets dont nous ne connaissons pas très bien la nature, qui ont présidé à l'avènement de ce régime, en commençant par l'AFDEL et sa succession qui est en place. C'est un régime qui, quelquefois, lorsqu'il négocie dans le nord du Kivu, est en train de combattre la même structure avec qui il négocie dans le nord et combattu dans le sud, etc. Donc il y a un enchevêtrement d'intérêts mafieux, affairistes, qui sont difficiles à décortiquer. Un régime, tu vois, où le chef de la police peut déclarer que le pays est en guerre, ou bien la guerre est terminée. Il peut déclarer l'alliance avec une armée étrangère pour opérer à l'intérieur du pays, le tout par un chef de la police, alors que le chef de l'armée n'est pas associé. Donc, en fait, nous avons affaire à un régime aux abois, n'est-ce pas? Je crois que l'important, c'est de retenir cela. Nous avons affaire à un régime aux abois, un régime qui n'est plus un partenaire capable de résoudre la question à l'Est, parce qu'il avait réussi à faire croire, même à l'opinion internationale, qu'il avait cette capacité et qu'il avait besoin d'une certaine forme de légitimité qui a été donnée par les élections de 2006. Et malgré cette légitimité politique issue des urnes de 2006, l'incapacité à stabiliser l'Est du pays demeure. Et nous voyons très bien que c'est parce qu'il y a toujours cette intrusion du militaire dans le politique, cette intrusion, cette immixtion même du militaire dans le... Or, l'actuel chef de l'État est essentiellement un chef militaire qui a troqué donc sa veste pour revêtir une légitimité démocratique issue des urnes en 2006, mais nous voyons que la manière de conduire les affaires, d'avoir des traités, des accords secrets et qui engagent pourtant l'avenir de la nation, et ni le Parlement n'est informé, ni le Premier ministre n'est informé, cela démontre bien l'immixtion permanente, récurrente du militaire dans le politique. Or, nous avions voulu inscrire le pays dans la voie de la démocratisation. La voie de la démocratisation, c'est les civils aux affaires désignés par des civils. Il appartient aux civils d'organiser les forces armées. Il appartient aux civils d'organiser les forces armées. Nous allons revenir, en fait, ça c'est parmi les deux dernières questions, celle-ci relative à
à ce que beaucoup souhaiteraient, c'est de voir une opposition organisée autour d'un programme commun, autour d'une personne désignée par celle-là. Croyez-vous qu'il y ait des chances d'aboutir à un programme commun? Et si c'est le cas, quelle est, d'après vous, la personne la mieux outillée qui aujourd'hui devrait conduire cette opposition-là, que ce soit aux échéances électorales, ou bien même plus loin si demain, par un événement de la nature, il y aurait un changement à la tête du pays? Quelle est votre réponse à cela? Oui, pour répondre à cela, moi j'aimerais bien qu'on ne retienne qu'un seul point, qu'on pose la question de cette façon-ci. Est-ce que les Congolais sont capables de se mettre résolument ensemble pour poursuivre un objectif commun? C'est ça, la question que vous venez de poser. C'est fondamental. Cette question est fondamentale. Parce qu'un programme commun, il ne saurait y avoir de programme autre que la restauration des valeurs dont on a parlé et la gouvernance, qu'elle soit politique, sociale, économique. Donc toute forme de gouvernance va s'asseoir sur des valeurs porteuses. Ça, c'est le programme. Donc il n'y a pas de raison qu'un parti politique s'écarte de ce programme. Maintenant, est-ce que les Congolais sont capables de se mettre ensemble? Nous savons que le problème majeur qui affecte l'homme au Congo, c'est la corruption. Ce qui fait que la corruption est permanente aussi bien en politique. Nous l'avons vu, comment certains détenteurs de parcelles de pouvoir ont acquis cette autorité. C'était par l'achat de conscience, par le vol. Donc la corruption est très présente dans le milieu politique congolais. Et nous savons quelle est l'attente du peuple congolais pour le changement. Donc si il advenait que l'élite du Congo s'avérait incapable de faire un front et d'aller de l'avant pour cet objectif noble, il sera nécessaire d'établir le lieu où la corruption a trouvé un terrain propice. Et nous sommes très regardants sur tout cela. La corruption, elle est là. Il y a des tireurs de ficelles. Nous savons que le régime en place s'organise non pas pour organiser des élections au Congo, mais pour organiser la conservation de leur présidence. Ils avaient même suggéré qu'il n'y ait même pas des élections législatives maintenant, mais qu'on y reviendrait même en 2012, sinon 2013. Ça a été suggéré tout cela. Mais vous voyez que comment la pression exprimée par le peuple congolais, comment la pression exprimée par la communauté internationale, parce que la communauté internationale, elle est tout le temps sollicitée aussi par l'opposition pour être témoin de la dérive. Je crois que cet ensemble de pressions a fait reculer les décideurs congolais et même le processus électoral à venir. Tout cela a subi une certaine inflexion du fait de la pression exprimée à l'intérieur du pays et à l'extérieur. C'est vrai que les moyens, les forces pour changer notre pays, nous devons les trouver à l'intérieur. Mais l'accompagnement international est nécessaire. Si elle est nécessaire, en fait, c'est pour nous éviter à nous tous un débordement tellement préjudiciable. Mais je crois que le Congolais aujourd'hui est prêt au sacrifice. Est prêt au sacrifice, mais est-ce que c'est spécialement la voie la meilleure? Je crois que nous raisonnons en homo economicus. Il faut minimiser les pertes dans toute chose. Dans toute entreprise humaine, il faut absolument chercher à minimiser les pertes. Et s'agissant même des pertes en termes de vies humaines, je crois qu'une personne qui serait morte, ce serait une personne de trop. Nous nous évertuons à trouver des mécanismes qui permettent donc de minimiser cette perte. Je pense que, nous l'avons bien dit,
que le véritable problème n'est pas un problème de programme commun. Le programme, il est un programme tout à fait naturel qui s'impose au regard de la situation actuelle. Par contre, la question essentiellement, ce que vous posez là, c'est de savoir est-ce que les Congolais sont capables. Et là, j'ai dit que les Congolais sont capables, mais la corruption est tellement grave. Vous savez que l'Église catholique, tout récemment, a écrit que la corruption atteint des niveaux insoupçonnés. Je ne dirais pas, ce n'est pas les mots exactement, des niveaux insoupçonnés, et elle amène même la population à être complice, je ne parle pas victime, complice d'un mal qui lui retombe en définitive. Exactement. Donc, nous sommes empêtrés là-dedans, et la classe politique doit être une élite. Lorsqu'on accorde un vote à quelqu'un, c'est une responsabilité qu'on lui donne. Qu'on lui donne, effectivement. Et cette responsabilité doit être assumée. Je crois qu'on ne viendra pas tromper le peuple congolais. Il a souvent été abusé, il a souvent été désabusé, et maintenant, nous savons quels sont les ravages qui peuvent être causés par la corruption, et il nous appartient à nous tous de nous mettre mutuellement en garde par rapport à cette corruption. Mais nous saurons voir venir, parce que ça va être tellement évident que la corruption est en train d'arriver par tel chemin, ou par tel trou, ou par telle issue. Elle prendra des formes mystérieuses peut-être. Peut-être là où c'est le plus insoupçonné. Mais nous verrons apparaître la corruption. Et nous allons le dénoncer suffisamment tôt. Et lorsque l'UDPS et le peuple congolais sauront, et les forces du changement, les forces de l'opposition dans l'ensemble, et j'ai bien dit, je souligne toujours que l'UDPS est un parti qui se veut un parti du peuple. Exactement. Il est un porte-voix, il est un porte-voix et il veut que ce soit ainsi. Ces cadres sont des gens qui prennent suffisamment de distance pour laisser l'expression au sein de l'UDPS, même des partis, des autres partis d'opposition, engage l'UDPS. Je crois que vous le remarquez. Engage l'UDPS au plan international, au plan national. Il participe à toutes les activités de l'UDPS. Je crois que c'est l'essentiel. Donc c'est déjà un parti qui travaille, qui a pour credo, qui a choisi le camp de la cohésion. Et ça, c'est fondamental. L'UDPS le montre, que nous avons choisi le cas de la cohésion et non de la division. Mais si un homme vient pour faire miroiter les avantages du camp de la division, je crois que ce sera très évident, nous allons le livrer à la population. Le livrer à la population. Notre dernière question relative au calendrier, avant que je ne laisse la place à quelqu'un que je vais introduire à notre explicateur ce soir. Il a été publié aujourd'hui, nous sommes, ceux qui nous suivent, nous enregistrons ce programme à Washington DC et nous sommes le samedi 30 avril 2011. Nous venons de recevoir un flash de Kinshasa qui nous dit que ce jour, par décision numéro 017 CNI-11 de la bouche de son rapporteur, le calendrier a été publié et parle en fait de la tenue des élections, de la campagne électorale du 28 octobre au 16 novembre 2011 et concerne essentiellement l'élection présidentielle et les élections législatives à partir du 28 novembre. Tandis que les élections provinciales sont renvoyées vers le mois de mars 2012. Et par rapport à ce processus électoral, dont nous apprenons que l'ensemble des liquides n'ont pas encore été acheminés, que les listes électorales ne sont pas encore établies, que les cartes d'électeurs ne sont même pas encore distribuées. Monsieur le secrétaire, croyez-vous que ces élections pourraient revêtir d'un caractère sérieux, ou ne sont-elles pas déjà, vu ce retard qui a été constaté sur le terrain,
ne sont-elles pas annonciatrices d'un clash, comme on dit en anglais, compte tenu des résultats qui risquent d'être dangereux pour l'opposition ou bien tout candidat qui est au changement, parce que nous nous tendons vers, vous l'avez si bien dit, une volonté de conservation du pouvoir par celui qui l'a en place. Quelle est votre lecture? Effectivement, le processus, dès son lancement, le processus qui doit conduire aux deuxièmes élections, donc en 2011 ici, a déjà été suffisamment entaché, je ne parlerai pas d'irrégularité, mais de mécanismes de tricherie avérés. Il n'y a qu'à voir, en dehors donc de la loi électorale qui s'accompagne en annexe du projet de calendrier électoral, il n'y a qu'à voir donc la gesticulation qui a accompagné ce texte, et il n'y a qu'à voir ce qui a été fait au niveau de la révision du texte constitutionnel, sans même se référer à la classe politique, alors que la Constitution avait été adoptée par référendum du peuple congolais. C'est un noyau de quelques individus qui se sont retirés quelque part. En une semaine, la décision de la modifier et la concrétisation de cette modification, le tout a été consommé en 7 jours. Fait, je vous dis, dans l'histoire de l'humanité, ça n'existe qu'au Congo. En 7 jours, on a pris la décision de réviser une constitution et on l'a fait et le Parlement a adopté. Et vous savez comment ça s'est fait, dans quelles conditions matérielles, financières, etc. Dans les brumes les plus totales. Donc en fait, nous sommes d'accord avec vous que les mécanismes de confiscation du vote sont clairement établis. Mais nous allons continuer à travailler dedans de manière à les améliorer. Avoir un processus à 100% fiable, ça c'est loin. C'est loin. Mais si le processus est à 80% fiable, là où nous avons déjà des données statistiques, vous savez que la statistique est une mathématique qui permet quand même de projeter, de faire des projections. Les projections aujourd'hui établissent clairement que le pouvoir en place ne sera pas là, ne sera pas un pouvoir réélu, et que la marge serait même énorme. La marge, ce sont en fait les anciennes voix portées à Jean-Pierre Bemba. Et vous comptez les anciennes voix du boycott, le nombre de voix qui ne se sont pas exprimées et qui étaient de quelques 9 millions. Sur les 24 millions de votants. Oui. C'est énorme. 30-35%. Oui, c'est énorme. Donc vous avez une capacité d'expression de l'opposition aujourd'hui. Ça signifie tout ce qui est contre Kabila et le régime en place. Vous avez une telle capacité numérique, chiffrée, mathématique qui existe. Et si vous voulez, la relativiser, vous allez dire non, écoutez, il n'y a pas que l'aspect mathématique, il n'y a pas que l'aspect chiffré 1 + 1 = 2, il y a aussi l'aspect sociologique. Mais la sociologie, justement, c'est les faits vécus sur le terrain. Exactement. La crise à l'Est, elle demeure, et le fait de demeurer dans la durée, ça signifie qu'elle a pris une ampleur sur le terrain émotionnel. Donc ça s'est empiré. L'absence de travail, le chômage. Vous savez que la République démocratique du Congo est aussi un de ces pays où, nous aimons bien le rappeler maintenant, à 9h le matin, à 11h, à 14h, à 17h, la masse humaine que vous voyez sur les routes, elle demeure stable. Il n'y a pas quelque chose qui tire vers le bas à un moment donné et qui repompe. Donc vous n'avez pas ça. Donc vous n'avez pas des gens qui partent à un moment donné vers un emploi oui, pour revenir. Non, elle est permanente, elle est agressive. Donc c'est pour dire que sur le volet même, si vous voulez, affectif, psychologique, etc., donc la donnée de la défaite, elle est là. Elle est patente.
vous me direz, non, il y a quand même quelques poches. Je ne parle pas des poches, je parle du climat général et global. Et si on cumule le côté émotionnel, affectif et le côté scientifique, c'est clair. Donc je crois que pour l'essentiel, si l'opposition arrive à obtenir une transparence, même à 60%, Kabila est parti. Monsieur Rémy Massamba, pour les 4 dernières minutes qui nous restent, avez-vous un mot de la fin ou un message à la population congolaise? Oui, nous avons un immense défi à relever par rapport au processus de démocratisation. Notre pays ne se relèvera pas s'il n'arrive pas à s'inscrire sur les rails de la démocratie. Et jusqu'à ce jour, toutes les réformes qu'on a tentées au pays, et même avec l'apport de la communauté internationale, ont échoué. La conférence nationale souveraine, échoué. Dialogue intercongolais, échoué. Les élections de 2006, nous en connaissons les conséquences aujourd'hui. Je crois que le peuple congolais doit s'assumer maintenant. Il faut absolument réussir à inscrire le pays dans le processus de démocratisation à travers les élections à venir. Les élections de 2006 avaient été des élections organisées en vue de mettre un terme au conflit de quelques seigneurs de guerre, des belligérants, etc. Nous découvrons aujourd'hui la limite de l'action militaire par rapport aux défis du Congo. Aujourd'hui, nous voulons aller dans le processus démocratique. C'est un processus politique, purement politique, où la résolution des conflits, même si elle peut aller aux militaires, elle commence par la recherche des solutions politiques et diplomatiques. Aujourd'hui, plus que jamais, les Congolais ont besoin de montrer leur détermination pour ce processus. Et pour ce faire, l'UDPS a pris la résolution de travailler de façon ouverte avec toutes les forces politiques et toutes les forces sociales du Congo de manière à relever ce pari. C'est un pari du Congo, ce n'est pas un pari d'un monsieur ou d'un groupe d'individus. C'est un pari pour le Congo et Étienne Tshisekedi aime bien dire l'UDPS est un parti du peuple. Et c'est vrai, l'UDPS est un parti du peuple. À telle enseigne que les cadres politiques même qui travaillent au sein de l'UDPS, qui sont les collaborateurs d'Étienne Tshisekedi, ont même été jusqu'à échafauder des textes du parti qui montrent que l'UDPS laisse la place, laisse l'espace d'expression aux autres forces sociales, qu'elles soient de l'extérieur, qu'elles soient la diaspora, qu'elles soient les partis politiques, que ce soit des partis politiques qui sont présents au pays, que ce soit les syndicats, les organisations non gouvernementales. Donc nous laissons la place à ce que le peuple congolais puisse s'y exprimer. S'y exprimer, ça signifie aussi y exprimer leurs ambitions. Et nous pensons que, compte tenu du premier devoir que nous avons d'établir un véritable changement de mentalité, il nous faut quelqu'un qui inspire cette capacité à conduire ce changement de mentalité. Et c'est pour ça que nous retenons préalablement Étienne Tshisekedi. Pas pour autre chose que cet aspect des valeurs. Maintenant, la gestion, elle vous appartient. Elle appartient à toute la classe politique congolaise. Il faut arriver à reconstruire ce pays et le Congolais doit se choisir les meilleurs des fils du Congo. Ils sont dans la diaspora, ils sont à Kinshasa, ils sont dans le Maniema, ils sont partout au Congo, et ainsi que nous allons obtenir l'appui et l'accompagnement de la communauté internationale. La misère du Congo est en train d'atteindre les limites de son expression. Voilà, amis téléspectateurs, c'était ce soir un spécial avec M. Rémy Massamba, qui est représentant de l'UDPS et qui était de passage ici à Washington DC, capitale des États-Unis, après la brillante performance de l'Union pour la démocratie et le progrès social en date du 24 avril à Kinshasa avec ses alliés. Bonsoir chez vous.